Bonjour! Nous avons vu la naissance du dessin animé, nous avons vu comment il a été industrialisé. Il est temps de parler du nom le plus connu des dessins animés. Il est temps de parler de Walter Elias Disney. Né en 1901, il a grandi dans le Missouri, à Kansas City, avec ses parents qui se sont essayés à plein de métiers différents, son frère Roy et sa sœur Ruth. Il travaille comme chauffeur pour la Croix-Rouge en France à la fin de la Première Guerre mondiale. Ne tombez pas de vos chaises, mais la passion de Walt, c'est le dessin. Il décide d'en faire son métier et va travailler pour Passement Rubin Studio à Kansas City. C'est son frère Roy, le banquier, qui les a présentés. Le travail de Walt consistait à crayonner des dessins pour des publicités de cubes de sel ou d'équipements de ferme. C'est là qu'il rencontre un jeune artiste d'origine néerlandaise, Huub Iwerks, avec lequel il s'entend très bien et dont il reconnaît le talent. Ils vont d'ailleurs créer ensemble leur propre studio, Iwerks Disney, une petite boutique d'art commercial. Leur premier client sera un restaurant qui échangera des publicités contre un espace bureau dans ses toilettes. En 1920, Walt va trouver un travail à la Kansas City Sled Company qui faisait des slides et des cartoons animés pour des théâtres et des cinémas, où Huub viendra le rejoindre quelques semaines plus tard, abandonnant ainsi leur premier studio. Les premières animations de Walt seront des publicités en papier découpé, et comme ils sont intéressés par le dessin animé, Walt et Huub vont en proposer à leur patron, qui n'en voudra pas, mais les laissera emprunter une caméra pour leurs expériences. Un garage construit par le père de Walt et faire leurs expériences la nuit. Walt va ainsi animer des cartoons d'actualité qu'il va vendre à un propriétaire de cinéma local, Frank L. Newman. Ces cartoons où il se met lui-même en scène dans des parties live seront nommés Newman Lophogram. Ces cartoons où il se met lui-même en scène dans des parties en prise de vue réelle seront nommés Newman Logograms. À l'automne 1921, Walt et les collègues Fred Armand décident d'ouvrir un studio. Ils vont louer une petite boutique et établir ce qui peut être considéré comme le Armand Disney Studio. Walt et Fred ont continué à travailler à Filmad le jour et ont passé leur soirée au studio, qui deviendra Casey Studio en hommage à Kansas City. Ils animent le petit artiste et filment quelques actualités, mais Walt a une idée, et il veut animer une version modernisée d'un conte de fées, Le Petit Chaperon. L'idée lui vient de ce qui est considéré à l'époque comme le maître des cartoons, Paul Terry et ses fables d'Ésope. Walt embauche le jeune Rudolf Karl Ising, un jeune dessinateur auquel il enseigne l'animation, et réalise ainsi son premier dessin animé entièrement sur celluloïd, puis Les 4 musiciens de Brême. Pour ses premiers films, Walt et Armand animent, Rudy tient la caméra et Huub, qui ne fait pas officiellement partie du studio, vient faire du lettrage. En fait, il s'agit plus d'utilisation des personnages de contes bien connus dans des situations comiques que d'une réelle modernisation. On sent aussi une inspiration de Félix. En parallèle, il tourne La Flette, une série de blagues animées dont il ne reste malheureusement rien. La paye de Slide Films ne suffisant pas pour financer le studio Casey, Walt décide donc de se consacrer à plein temps à son studio et va convaincre plusieurs investisseurs de financer Logogram Studio. Il embauche également Hugh Armand, le frère de Fred, qui voulait être soldat à la base mais pensait qu'il n'y aurait plus de guerre après 14-18. Max Maxwell, Laurie Tagg et Otto Wallimont. Il réalise ensuite Jacques et le haricot magique, puis Logogram se dote d'un logo représentant les 4 personnages récurrents des dessins animés. Vont suivre Boucle d'Or, puis le Chat Botté, et malheureusement le studio ne réalise qu'une vente fin 1922. Ils vont alors se diversifier en filmant des naissances et des anniversaires. À la demande d'un dentiste de leurs amis, ils vont réaliser Tommy Tucker's Tooth, un film éducatif en grande partie en prise de vue réelle. En 1923, Walt va s'inspirer de la série à succès du moment Hors de l'Encrier et en faire un contrepoint, personnage en prise de vue réelle dans un environnement animé. La star sera Alice et jouée par Virginia Davis, qu'il a repérée dans une publicité. C'est ainsi qu'est réalisée Alice au Pays des Merveilles.
Il écrit alors à Margaret J. Winkler, qui assure la distribution de Hors de l'Encrier et de Félix le Chat, à New York, pour lui dire qu'il travaillait sur une idée toute nouvelle qui aurait un grand succès et se placerait au niveau de Hors de l'Encrier ou Earl Hurd. Si Walt pense à un nouveau concept, c'est parce que les affaires ne sont pas bonnes. Walt n'arrive pas à payer ses employés ou son loyer. Il pense qu'il arrive trop tard dans l'animation et part en Californie sur les conseils de son frère Roy. Walt flâne dans les studios à Hollywood et dans un monde parallèle, il s'est fait embaucher pour un petit boulot, s'est fait remarquer, est devenu un grand réalisateur de prises de vie réelles et a sans doute révolutionné quelque chose. Mais dans notre univers, il s'est rappelé à l'animation, puis réécrit à Margaret J. Winkler. Winkler, d'origine hongroise, était secrétaire pour les frères Warner. Puis elle a monté sa propre société de distribution en 1921 en montrant des Félix et des Fleischer. C'est la première femme distributrice et productrice de séries animées. Mais en 1923, elle va peut-être perdre la distribution des deux séries qui ont fait son succès, puisque Pat Sullivan veut renégocier ses droits et les frères Fleischer ont monté leur propre compagnie de production. On a donc droit à un très bel échange épistolaire entre deux gens du business, puisque Walt écrit à Winkler pour lui dire qu'il avance vite et bien sur une nouvelle série qui sera révolutionnaire, alors qu'il n'a plus d'équipe et plus de studio, et Winkler qui lui répond qu'elle pourrait être intéressée, mais qu'il faudra que ce soit aussi bien que Félix ou Hors de l'Encrier, alors qu'elle va perdre ces deux séries. Il n'a pas les moyens d'aller à New York, il envoie la bobine d'Alice, demande à un agent de la porter à Winkler. C'est inespéré pour tout le monde, Winkler aime beaucoup le concept et commande 6 épisodes avec une option pour 6 de plus, payant 1500 $ pour chaque. Walt embauche alors Roy comme business manager, emprunte une caméra, loue un garage, et c'est parti. Et c'est parti pour le Disney Brothers Studio. Ils font venir Virginia Davis, l'actrice d'Alice, à Los Angeles avec sa mère qui est toute contente de voir sa fille dans des cartoons. Virginia aura un salaire de 100 $ par mois au début, 250 à la fin. Par acquis de conscience, Walt écrit à l'ancien patron de Margaret, Harry Warner. Ce dernier ne tarit pas d'éloges sur Margaret, ce qui rassure les frères Disney. C'est alors que sort le premier épisode des Comédies d'Alice, La journée d'Alice à la mer. Winkler le remonte et demande plus d'humour, parce qu'en 1923, Margaret s'est mariée à Charles Mintz, et Walt ne le sait pas, mais ça n'est pas une bonne nouvelle. Et pendant ce temps, Walt rencontre Lillian Boons, qui devient la rancreuse. Elle a accepté le travail car c'était à côté de chez elle. Dans le troisième épisode, l'aventure effrayante d'Alice, on peut voir plusieurs petits voisins embauchés par Walt. Ils apparaîtront souvent dans les comédies d'Alice. Margaret demande toujours plus d'humour, mais Walt veut se détacher des gags slapstick des cartoons de l'époque et évoluer vers des comédies plus dignes. Il embauche Ham Hamilton comme animateur. Wild West Show, on peut voir Alice fumer et tirer sur des gens, il y a même un mort. Faut savoir que c'est l'épisode préféré de Virginia Davis, qui adorait se déguiser en garçon. Alice et le stoppeur de chiens est le dernier épisode que Walt va animer. Il va alors se concentrer sur la réalisation, l'écriture et la production. Les anciens collègues de Walt, Max Maxwell, Hugh Garman et Rudy Ising, vont rejoindre le studio, ainsi que Ubi Werk en 1924. C'est aussi à partir de ce moment que Walt veut arrêter les parties en prise de vue réelle, car elles lui coûtent trop cher. Il fait d'ailleurs la remarque que les ouvertures qui permettent à Alice de se retrouver dans un cartoon vont vite finir par se ressembler, et le public par se lasser. Alice et Piquet est le dernier avec Virginia Davis. Pour la nouvelle saison, Mintz veut que Virginia ne soit plus payée au mois, mais au jour. De cette façon, ils peuvent tourner en quelques jours toutes les scènes en live-action pour la saison. Ça ne plaît pas aux parents Davis qui la retirent de l'expérience. La prochaine Alice sera Margie Gay, puis Dawn Paris. Mais c'est Margie Gay qui aura le rôle définitivement. Hugh Garman, son jeune frère Walker, qui fera surtout de l'ancrage, et Rudy Ising, qui est assistant sur les scènes d'animation compliquées et caméraman, vont assister au mariage de Walt et Lillian en 1925. D'après Rudy, Ham Hamilton dessine plutôt mal mais réalise des animations exceptionnelles. Au contraire d'Ubi Werks, qui a une technique extraordinaire mais a du mal à transmettre de l'émotion. Toujours selon Rudy, Walt proposait une idée de scénario et tout le monde donnait des idées de gags que Walt mettait ensemble.
Rudy et Assman ne pensaient pas s'établir pour toujours, ne voyaient Disney que comme une étape, alors que Walt pensait qu'ils allaient travailler pour lui définitivement. En 1926, les choses s'enveniment avec Mintz qui trouve que Walt lui envoie des films trop tôt et donc l'oblige à le payer trop tôt. Après bien des négociations, Walt et Mintz se mettent d'accord pour 2 nouvelles saisons de 13 épisodes à 1500$ la bobine, plus un partage des profits. Toute l'équipe emménage au Walt Disney Studios à Hyperion. Toutes les anecdotes ont circulé sur le changement de nom de studio de Disney Brothers à Walt Disney. Roy a toujours dit que c'était son idée, comme quoi un seul nom était plus attrayant. Certains se rappellent d'une dispute de 3 jours sur le nom, et un autre se souvient que Walt aurait dit « ce sera comme ça » et que Roy aurait seulement acquiescé. En 1927, Ham s'en va fonder son propre studio, et une nouvelle Alice est imposée par Mintz, Lois Hardwick. C'est Isadore Fritz Freelang qui remplace Ham à l'animation. Comme Walt était l'un des premiers à se lancer dans l'animation sur la côte ouest, il cherchait de la main-d'œuvre là où il savait qu'il y en aurait, à Kansas City. Armand et Ising, quant à eux, préparent leur départ. Ils ont un studio secret et commencent à contacter des distributeurs. Enfin, un certain Leslie Clark est embauché. Il sera plus tard connu comme un des Nine Old Men. Au bout d'un moment, Rudy Ising s'en va car il s'endormait au travail. Pendant ce temps, Mintz a signé un contrat avec Universal pour une toute nouvelle série, avec comme personnage principal un lapin, nommé Oswald le lapin chanceux. Mintz demande à Walt et à son équipe des esquisses d'Oswald, qu'Universal approuve. Le premier épisode cependant ne plaît pas à Mintz qui considère qu'il ne se concentre pas assez sur le lapin et qu'il y a trop de personnages. Universal est encore plus amer en disant que les gags s'enchaînent sans fil rouge, qu'Oswald n'a pas de réelle personnalité et que le personnage n'est pas assez mignon. Conseil que j'approuve plutôt. Oswald. Le deuxième épisode d'Oswald sera beaucoup plus apprécié, nommé Trolley Troubles, basé sur Luke Trolley Trouble d'Harold Lloyd. Les scènes où Oswald pourchasse le chariot en perspective font sensation. Pour assurer l'animation, Ham est réembauché, ainsi que Max Maxwell et Ray Abrams. On a alors 2 unités d'animation, l'une avec Hub et Fritz, et l'autre avec Hugh et Ham. On a également Johnny Cannon à la caméra. Walt est un patron exigeant, et Mintz approche alors les animateurs pour supprimer l'intermédiaire Disney. Les animateurs seraient prêts à partir chez Winkler, mais l'équipe a des remords vis-à-vis de Roy. Fritz lui s'en va après 8 mois de friction avec Walt. En février 1928, le premier contrat entre Universal, Mintz et Disney sur 26 épisodes d'Oswald touche à sa fin. La série est un succès public et critique. Universal signe avec Mintz un nouveau contrat de 3 ans. Mintz espère que les animateurs feront le dessin animé pour lui sans passer par Disney. Walt part alors à New York pour essayer de négocier des prix plus hauts pour des épisodes d'Oswald. D'une part parce que la série a un gros succès, et d'autre part parce qu'il a envie de faire quelque chose de plus grand avec les dessins animés, qui sont toujours à l'époque considérés comme du simple remplissage. Sentant qu'une rupture avec Mintz peut arriver, Walt demande à Roy, resté à Los Angeles, de faire signer des contrats à l'équipe. En effet, Mintz fait des offres trop basses pour Walt et les négociations cessent. Walt ne réalisera plus de cartoons d'Oswald, mais son équipe si, car lorsqu'il prépare les nouveaux contrats, seuls restent Hub, Leslie et Cannon. Walt embauche par contre Bill Nolan, le cofondateur de Barré Nolan, le premier studio d'animation. Et, dans le train qui le ramène sur la côte ouest, il cherche une nouvelle idée de dessin animé, mais ceci est une autre histoire. Alors, je vous dis toujours que les livres que je vous conseille sont très complets, mais alors celui-là, si vous voulez savoir ce que faisait le frère du logeur de Disney entre 1923 et 1924, la réponse est dans ce bouquin. Pour un livre qui ne suit que quelques années de la vie de Walt, il est très 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 riche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres si celle-ci vous a plu, et à bientôt.